Cette année, ce sont les 10 ans de la disparition d'un frère et d'une sœur, Jacob et Sarah Hogel, âgés respectivement de 2 et 3 ans à l'époque. La police et la famille des enfants ont chacun leur théorie sur ce qui leur est arrivé, mais en réalité, on ne sait toujours pas. Alors meurtre, adoption, disparition, je vais vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous partons dans la ville de Clarksburg, une ville de 30 000 habitants située dans l'État du Maryland, aux États-Unis, et nous allons parler de la famille Turner Hogel. Alors, Turner, c'est le nom de famille du père, Troy Turner, et Hogel, c'est le nom de famille de la mère, Catherine Hogel. Ensemble, ils ont 3 enfants en bas âge. L'aîné s'appelle Clint, il est âgé de 5 ans. Ensuite, nous avons la petite Sarah, 3 ans et demi, et enfin Jacob, 2 ans. Notre histoire se déroule en septembre 2014, mais on va repartir un petit peu dans le passé, en 2013, puisqu'il est arrivé quelque chose de très important en 2013 dans la vie de Catherine. En effet, elle a été internée de force dans un hôpital psychiatrique à la demande de ses proches et elle y est restée 9 mois, donc un très long moment. Catherine souffre de schizophrénie, mais c'est une maladie très complexe. On parle de spectre de la schizophrénie, c'est-à-dire que chaque malade a ses propres symptômes, a un degré de gravité différent. Et c'est très compliqué de poser un diagnostic et de trouver le bon traitement. Bien souvent, on va vous parler des cas de schizophrénie les plus graves, comme par exemple l'affaire André Thomas que j'avais traitée sur ma chaîne, qui parle d'un homme qui avait assassiné son ex-femme et ses enfants parce qu'il était persuadé qu'ils étaient possédés par des démons. André Thomas était totalement déconnecté de la réalité, il ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait, mais c'est une minorité d'entre eux en réalité. Les schizophrènes ne sont violents que dans 10 à 20% des cas. Pour le reste d'entre eux, ils sont bien souvent intégrés à la société, ils ont un traitement adapté, ils sont suivis par des médecins. Donc contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas tous des personnes violentes, dangereuses et gravement malades qui doivent absolument être enfermées afin de protéger la société. Pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que la maladie de Catherine a été énormément mise en avant dans les médias avec cette affaire. On l'a présentée comme une espèce de monstre, comme quelqu'un de très dangereux parce qu'elle était schizophrène, alors que c'est faux. Catherine, elle est mère de famille, elle a élevé ses enfants, elle est en liberté. Alors oui, elle est malade et sa maladie est difficile à vivre pour elle et ses proches parce qu'elle a des comportements un peu étranges et également parce qu'elle a des effets secondaires difficiles à gérer à cause de ses traitements, par exemple de la fatigue, ce genre de choses. Mais elle n'est pas agressive ni violente et elle est suivie par des médecins, donc tout est sous contrôle. La raison pour laquelle elle a été internée à la demande de ses proches, c'était tout simplement pour essayer de poser le bon diagnostic sur sa maladie et de lui proposer un nouveau traitement parce que ses proches avaient l'impression que son traitement n'était pas adapté, elle avait encore des réactions qui n'étaient pas normales et finalement les médecins dans cet hôpital psychiatrique ont réussi à déterminer qu'elle souffrait d'une schizophrénie paranoïde et ils ont mis en place de nouveaux médicaments pour elle pour qu'elle puisse en fait revenir à une vie normale. C'était ça le but. Au départ, Catherine a donc été enfermée dans un hôpital assez strict dont elle n'avait pas le droit de sortir et puis petit à petit, elle a pu passer en hôpital de jour et puis carrément à la fin rentrer chez elle. Alors pourquoi ça a pris 9 mois pour qu'elle puisse rentrer chez elle ? Tout simplement parce que c'est toujours très long de changer le traitement puisqu'à chaque fois il faut faire des ajustements et il faut plusieurs semaines avant de voir si un traitement est efficace. Donc à chaque fois Catherine essaye un médicament, elle attend plusieurs semaines voir si ça fonctionne et puis si ça fonctionne pas, il faut encore changer, il faut ajuster la dose. Donc forcément ça prend du temps, mais finalement en été, ils ont décrété qu'elle pouvait rentrer chez elle. Cependant, il y a des règles qu'elle a dû respecter. Les médecins ont expliqué à Catherine qu'elle ne pouvait plus conduire de voiture et qu'elle ne pouvait plus non plus s'occuper de ses enfants seule. Ils conseillaient qu'il y ait toujours un adulte à proximité. Alors, encore une fois, pas parce qu'elle était dangereuse, mais tout simplement parce que les effets secondaires de ces médicaments étaient assez lourds et que du coup, ce n'était pas compatible. Par exemple, elle souffrait de somnolence, elle pouvait carrément s'endormir dans
dans un sommeil très profond. Son temps de réaction également était prolongé, donc forcément, c'est pas terrible pour conduire une voiture. Et c'est pas terrible non plus pour s'occuper d'enfants, parce qu'imaginons qu'elle soit en train de dormir très profondément et qu'il y ait un problème avec ses enfants, eh bien elle ne va même pas s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que les médecins ont dit ok, vous pouvez rentrer chez vous, mais voici les règles à suivre. Et son entourage a joué le jeu. Pour eux, le principal, c'est de tout faire pour que Catherine puisse être heureuse, qu'elle puisse mener une vie normale et surtout qu'elle puisse être auprès de ses enfants. Ils veulent justement l'aider, lui proposer le traitement le mieux adapté à sa situation pour qu'elle puisse, être une maman comme les autres. Mais Catherine, elle ne l'a pas entendu de cette oreille. Ça a été extrêmement long pour elle d'être séparée de ses enfants, hein. Il faut se mettre un peu à sa place, être enfermée loin de ses enfants pendant 9 longs mois, surtout des enfants en bas âge. Forcément, elle a raté plein d'étapes de leur vie. Les enfants évoluent très vite à cet âge-là, et en plus, elle a été menottée devant eux et emmenée de force. Donc ça a été vraiment un traumatisme, quelque chose de choquant pour elle. Et elle a également vécu la décision de ses proches comme une trahison, puisque ce sont des personnes qui sont censées l'aimer, vouloir son bien, et au final, ils ont pris cette décision contre son gré, alors qu'elle est adulte. On imagine bien que mentalement, pour elle, ça a été très compliqué à accepter, et elle est sortie finalement de l'hôpital très énervée. Elle en voulait énormément à tous ses proches, et elle avait également très peur parce qu'elle a eu l'impression que s'ils avaient pris cette décision, c'est parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas apte à s'occuper de ses enfants, et elle s'est mise à se dire que si ça se trouve, on allait lui retirer la garde de ses enfants, peut-être que dans le futur, on allait lui dire que finalement, il allait falloir qu'elle retourne en hôpital ou qu'on lui retire carrément ses enfants parce qu'elle n'était pas capable de s'en occuper. Une organisation se met en place pour les enfants Hoggle. Alors, le soir, il n'y a pas trop de soucis puisque leur papa rentre du travail et il est présent, donc la nuit, aucun souci. Par contre, en semaine, c'est plus compliqué. Il travaille assez tard, donc il faut toujours qu'ils trouvent une solution. Et ça se fait souvent à la dernière minute. La plupart du temps, ils se rendent chez la maman de Catherine, qui s'appelle Lindsay. Vous allez voir qu'on va pas mal parler d'elle dans cette affaire. Et Lindsay travaille, elle est toujours en activité, donc c'est pas évident. Mais elle a la possibilité de faire beaucoup de télétravail. Donc elle essaye de se mettre en télétravail au max. Elle travaille chez elle dans la cuisine et puis elle demande à Catherine de gérer les enfants pendant ce temps, de faire en sorte qu'ils ne la dérangent pas trop, qu'ils fassent pas trop de bruit, et elle garde un œil comme ça pour superviser, pour vérifier que tout va bien. Et quand Lindsay n'est pas disponible, il y a d'autres solutions. Il y a le papa de Catherine qui est également disponible, il y a ses frères et sœurs. Enfin voilà. Ils arrivent à gérer comme ça. On est en septembre 2014 et Lindsay a déjà prévenu sa famille qu'il ne fallait pas la déranger le week-end du 6 et du 7 septembre parce qu'elle a sa meilleure amie qui vient lui rendre visite. Sa meilleure amie s'appelle Karen, elle vient de loin, elle vient en avion, donc elle a envie de pouvoir se concentrer à fond sur elle. La plupart des week-ends, elle aide Catherine avec les enfants. Là, elle lui dit que ça ne va pas être possible, elle a envie de prendre du temps pour elle et pour son amie, mais elle prévient quand même sa fille qu'elle aimerait voir les enfants quand même dans le week-end parce que son amie Karen aura envie de les voir, donc ils passeront sûrement lui faire un petit coucou au cours du week-end, mais sinon elle ne veut pas être dérangée. Le dimanche matin, Clint, donc l'aîné de la famille Hoggle qui est âgé de 5 ans, a un match de football. Donc le samedi soir, Lindsay envoie un message à Catherine pour lui demander si elle peut passer avec son amie Karen pour voir jouer son petit-fils. Mais à sa grande surprise, Catherine refuse. Elle lui dit « Oh non, il faudra que tu te lèves tôt, vaut mieux que tu fasses une grasse mat et qu'ensuite t'emmènes Karen à l'église. » Donc c'est assez bizarre qu'elle refuse. Mais bon, Lindsay n'en pense rien, elle se dit c'est pas grave, je vais trouver un autre moment pour voir les enfants. Et puis le lendemain matin, elle part avec Karen faire un peu de shopping, elle mange au restaurant en ville, enfin elle passe des bons moments. Et vers 14h, elle envoie un petit message à Catherine à nouveau pour lui dire qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu te trouves avec les enfants ? Et là, Catherine lui répond, je suis chez toi. Bon... Lindsay est étonnée, elle n'était absolument pas au courant. Encore une fois, elle avait dit à sa fille « Je ne veux pas être dérangée le week-end du 6 et du 7 septembre », donc elle pensait que Catherine avait une autre solution.
Apparemment, c'est pas le cas, elle est venue chez elle quand même. Elle est pas seule, il y a le compagnon de Lindsay qui est sur place. Mais du coup, Lindsay lui dit, écoute, pas de souci. Maintenant, le truc, c'est qu'avec Karen, on avait prévu de manger des fruits de mer ce soir. J'ai pas envie de changer mes plans. Donc, il va falloir que toi, tu te débrouilles pour trouver à manger pour tes enfants parce que c'est pas de la nourriture très adaptée à des enfants aussi jeunes. Lindsay fait tranquillement sa petite vie avec son amie en se disant qu'elle verra les enfants le soir. Et elle rentre chez elle vers 18h. Mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur que Catherine est absente. Et il n'y a pas qu'elle qui est absente puisqu'elle est partie avec Jacob. Donc le compagnon de Lindsay lui explique qu'effectivement Catherine est partie pour chercher à manger. Elle est partie chercher une pizza. Mais non seulement il y a 2 règles importantes qui ont été enfreintes, Catherine conduit une voiture et Catherine est seule avec un de ses enfants, mais en plus de ça, son compagnon lui explique que ça fait 2 heures que Catherine est partie et qu'elle ne répond pas au téléphone. Donc forcément, Lindsay est très inquiète. Elle dit à son compagnon qu'elle va garder les enfants avec Karen et que lui n'a qu'à partir à la recherche de Catherine. Donc c'est ce qu'il fait. Catherine finit par rentrer d'elle-même à 19h20. Donc elle a mis plus de 3 heures à rentrer. Elle dit qu'elle a galéré à trouver une pizza et d'ailleurs elle rentre sans pizza. Et en plus de ça, elle rentre sans Jacob. Elle explique qu'elle a déposé le petit garçon chez une amie, qui est également une voisine de chez elle, et cette femme a des enfants, dont un enfant de l'âge de Sarah, donc sa fille, et elle explique donc que Jacob va jouer là-bas et puis rester dormir. Donc Lindsay est pas trop d'accord avec ça, elle trouve que Jacob, à l'âge de 2 ans, il est quand même très jeune pour rester dormir comme ça chez quelqu'un, et puis en plus de ça, cette femme vient d'accoucher, donc ça lui semble quand même pas très judicieux de lui laisser un enfant de 2 ans qui n'est pas le sien dans les pattes alors qu'elle a déjà son petit nouveau-né à gérer. Mais bon, Lindsay, ça la saoule, mais ok, pas de souci. Elle décide quand même de passer un bon moment. Je vous rappelle qu'il y a son amie Karen qui vient de loin et qui est là pour voir les enfants. Donc, ils passent un bon moment. Karen peut profiter de Clint et de Sarah, même si Jacob n'est pas là. Elle a des cadeaux pour les enfants, donc elle leur offre, tout le monde rigole, passe un bon moment. Et Lindsay décide forcément de prendre des petites photos souvenirs, puisque Karen ne vient pas souvent. Donc c'est l'occasion de prendre des photos pour garder une trace de son passage. Mais là, trop bizarre, Catherine arrache le téléphone des mains de sa mère et supprime toutes les photos sur lesquelles Sarah apparaît. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Et Lindsay est complètement choquée. Elle comprend pas non plus pourquoi sa fille fait ça. Et surtout, elle est énervée. Elle avait demandé à Catherine de ne pas la déranger ce week-end-là. Finalement, Catherine a débarqué chez elle avec ses enfants. Elle laisse Jacob on ne sait où. Elle lui arrache son téléphone des mains pour supprimer des photos sans lui demander son autorisation. Donc vraiment, elle en a marre. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à Catherine « Écoute, mon compagnon va te ramener chez toi ». Elle demande à son compagnon également de repasser chercher Jacob au passage, puisqu'il est chez les voisins du dessous de chez Catherine, donc juste à côté. Et elle dit, voilà, tu prends également Jacob et tu les ramènes tous chez elle. Donc son compagnon s'exécute. Bon, au final, pour une raison qu'on ignore, il n'est pas allé récupérer Jacob. Sûrement que Catherine lui a dit de ne pas le faire et qu'il l'a écouté. Et du coup, il a juste ramené Catherine avec Sarah et Clint chez elle. Quand Troy, donc le papa des enfants, est rentré du travail, tout le monde était déjà couché, il travaille tard le soir. Donc ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il va dans la chambre de ses enfants pour leur faire un petit bisou, même s'ils sont déjà endormis, histoire de leur dire bonne nuit. Mais ce soir-là, il s'est dit non, la flemme. Je suis très fatiguée, j'ai trop peur qu'ils se réveillent si j'ouvre la porte de la chambre et que je m'approche du lit. Donc je vais les laisser dormir tranquillement et je vais aller me coucher directement. C'est une décision qu'il regrette amèrement. Mais donc à ce stade, Troy, lui, pense que Jacob est dans la maison. Il pense que Jacob est en train de dormir dans son lit. Personne ne lui a rien dit. Lindsay ne l'a pas prévenu que son fils avait été déposé chez ses voisins du dessous. Le lendemain, Troy se réveille un peu avant 8h du matin et il constate avec stupeur que Catherine est partie avec Sarah. Et lui, il pense qu'elle a aussi emmené Jacob, puisqu'à ce stade, il ne sait pas que Jacob n'était déjà pas dans la maison. Donc il se dit qu'elle est partie avec les 2 enfants. Encore une fois, elle n'a pas le droit d'être seule avec les enfants. Et en plus, elle est partie avec sa voiture à lui. Donc elle n'a aussi pas le droit de conduire. Donc il est tout de suite extrêmement inquiet. Catherine a également emmené son portefeuille à lui et elle a laissé dans la maison son téléphone. Donc il n'est pas possible de la
contacté. Par contre, elle n'a pas emmené Clint. Clint est toujours dans son lit. Donc ce que fait Troy dans un premier temps, c'est qu'il appelle Lindsay, puisque Catherine était avec elle la veille. Il lui demande si elle a des informations, si elle sait où se trouve sa fille. Et c'est là que Lindsay lui parle de Jacob. Donc Troy va vérifier chez les voisins et c'est ainsi qu'il découvre que Jacob n'avait jamais été déposé chez ses voisins. Il est très inquiet, il dépose Clint à l'arrêt de bus pour qu'il parte à l'école et une fois que son fils est bien monté dans le bus, il décide de régler la situation et il appelle le 911. Catherine rentre à la maison d'elle-même à 9h20 mais sans les enfants. Troy était toujours au téléphone avec le 911 donc il raccroche en leur disant que c'est bon, Catherine est rentrée. Et il demande à Catherine où sont les enfants. Catherine lui explique qu'elle les a déposés à la garderie et Troy ne s'inquiète pas plus que ça parce que déjà il faut savoir que Catherine a toujours été une bonne maman, donc il n'a absolument aucune raison de penser qu'elle a mis les enfants en danger. Il est énervé parce qu'elle n'a pas le droit de partir seule avec eux et d'autant plus en voiture, elle a mis un peu leur vie en danger parce que elle n'a pas des très bons réflexes à cause de ses médicaments. Mais en dehors de ça, voilà, il n'a aucune raison de penser qu'elle leur a fait du mal. Donc il ne s'inquiète pas déjà à cause de ça, mais aussi parce qu'il est vrai qu'ils étaient à la recherche d'une bonne garderie pour les enfants. Effectivement, je vous ai expliqué leur situation, c'est un peu compliqué. Catherine ne peut pas rester seule avec les enfants, Troy travaille. Donc c'est plus simple qu'ils les mettent à la garderie. Donc elle explique qu'il y a une garderie en particulier qui a retenu son attention, qu'elle les a contactés, qu'ils avaient de la place pour les enfants et qu'elle les a envoyés en adaptation. Ce jour-là, Troy a des petites courses à faire, donc il va à droite à gauche faire ce qu'il a à faire. Et Catherine, elle, a une thérapie de groupe par rapport à ses problèmes de santé. Donc elle se rend à cette thérapie de groupe, chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis en fin de journée, ils se rejoignent, ils vont chercher Clint à l'école. Et Troy demande à sa femme s'il ne serait pas temps d'aller chercher les enfants à la garderie. Bon, Catherine acquiesce, pas de souci, effectivement, il est temps d'aller les chercher. Mais problème, elle ne se souvient absolument pas dans quelle garderie elle les a laissés. Voilà, ça paraît invraisemblable, mais c'est vraiment ce qu'elle dit à Troy. Donc Troy lui dit « Mais attends, t'es sérieuse ? Enfin, qui dépose tes enfants dans une garderie sans savoir quelle garderie ? T'as bien marqué le nom, l'adresse, tu te souviens bien de quelque chose ?» Mais non, Catherine lui dit ne se souvenir de rien. Elle ne connaît pas le nom de la garderie, elle ne connaît pas l'adresse, elle ne connaît pas le quartier. Donc il lui dit « Écoute, pas de soucis, donne-moi leur numéro de téléphone, on va les appeler. » Catherine répond « Je n'ai pas leur numéro de téléphone. » Donc il lui dit « Mais comment ça, t'as pas leur numéro de téléphone ? Tu déposes tes enfants quelque part et tu ne prends pas le numéro de téléphone du lieu ?» Elle dit « Non, mais ils avaient le mien, donc je voyais pas le problème. S'il y a un souci, ils auraient pu m'appeler. » Bon, ok, Troy essaye de garder patience, de garder son calme. Il lui dit « On va aller faire un peu toutes les garderies des environs. On va bien finir par les retrouver. » Donc Catherine essaye de se souvenir, elle l'envoie à droite à gauche, je crois que c'était par là, finalement non. Ils se rendent un peu partout, ils se rendent même dans des quartiers où il n'y a pas du tout de garderie. Et finalement Troy est bien patient, il fait ça, il cherche dans les garderies, etc. Mais au bout d'un moment, il commence à en avoir un peu marre, il contacte Lindsay pour lui faire part de la situation. Elle aussi cherche de son côté et elle non plus n'a aucune nouvelle des enfants. Lindsay demande au couple de l'attendre, elle les rejoint et au moment où elle arrive, elle les trouve en train de se disputer. Forcément, Troy a fini par perdre son calme. Il sait pas où sont ses enfants. Catherine est incapable de lui donner un seul indice, donc forcément que ça l'énerve. Et il y a toujours le petit Clint qui est avec eux, donc Lindsay, quand elle voit ça, ça lui fait mal au cœur. Elle décide de prendre Clint, elle a un siège auto dans sa voiture, donc elle l'attache et elle dit à Troy et Catherine, écoutez, je pars avec Clint, je vais le garder chez moi, réglez ça entre vous, mais voilà, ne le mêlez pas à cette histoire, il a pas à vous voir vous disputer ou quoi que ce soit. Donc une fois que Clint est attaché dans son siège auto, elle ferme les portes, elle se met derrière le volant, et là Catherine se met à crier en disant à sa mère, non, tu pars pas avec mon fils, je viens avec toi. Alors Lindsay se dépêche de verrouiller les portes, et elle démarre en trombe parce qu'elle a pas envie que Catherine vienne avec elle, elle est inquiète à ce moment-là pour les enfants. Elle préfère être sûre de mettre Clint en sécurité. Elle voit Catherine courir un peu derrière la voiture, puis forcément Catherine abandonne et retourne auprès de Troy. Bon, à ce stade, comme je vous l'ai dit, Troy a perdu patience, donc il dit à Catherine, écoute, j'en ai marre, t'es en train de me mener en bateau, je comprends rien à cette histoire, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au commissariat, on va leur expliquer la situation et ils vont nous aider à retrouver les enfants. Donc Catherine lui dit, ok, pas de problème, mais alors qu'ils sont sur le trajet, elle demande à Troy s'il ne peut pas s'arrêter d'abord dans un fast-food.
Catherine, à cause de son traitement, elle a besoin de consommer beaucoup de sucre et de caféine, donc elle tourne beaucoup au Coca-Cola et elle demande donc à ce qu'il s'arrête pour qu'elle puisse commander une boisson. Et Troy n'y voit pas d'inconvénient, il sait que c'est important pour la santé de sa femme, donc ok, il s'arrête devant un fast-food, mais Catherine en profite pour s'échapper par la porte de derrière. Elle monte dans le premier bus qui passe, laissant Troy tout seul sur le parking. Troy se rend donc seul au commissariat et déclare la disparition de son fils Jacob, 2 ans, de sa fille Sarah, 3 ans et demi, et de sa femme, Catherine, atteinte de schizophrénie. La police prend tout de suite la disparition très au sérieux. Il s'agit d'enfants en bas âge qui sont avec une personne qui a des problèmes de santé mentale. Donc ils mettent le paquet, les recherches sont intensives, ils interrogent tous les proches, ils regardent les caméras de surveillance, ils saisissent les véhicules à la recherche d'indices, d'empreintes. Et ils passent la nuit à chercher, la nuit à poser des questions aux uns et aux autres dans le but de préparer une conférence de presse afin de parler de cette disparition dans les médias dès le lever du jour. Le mardi matin, la police envoie des hélicoptères ainsi que des patrouilles à pied afin de quadriller tout le comté. Ils font du porte-à-porte, ils diffusent des tracts avec le visage des 3 disparus dessus, ils demandent l'aide du public, enfin vraiment tout est fait pour retrouver les enfants et Catherine. Malheureusement, comme c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée, bien le souci c'est que forcément les gens ont beaucoup envie d'aider et ils reçoivent beaucoup de faux témoignages. C'est pas forcément des gens mal intentionnés, mais des gens qui ont tellement envie de se rendre utile, tellement envie d'aider qu'ils croient voir Sarah et Jacob un peu partout. Ils vont voir quelqu'un qui est vaguement ressemblant, ils vont dire « Ah, je l'ai vu à tel endroit » et ils sont aperçus partout dans le monde, ça n'a aucun sens. Donc c'est très compliqué pour la police de démêler le vrai du faux, de trier, de savoir quels témoignages sont crédibles, lesquels ne le sont pas. Or, le temps presse. Et malgré le travail de fourmi effectué par la police, les heures puis les jours passent et on n'a toujours pas de nouvelles de Jacob, Sarah et Catherine. La seule chose dont on est sûr, c'est que le contenu du sac à main de Catherine a été retrouvé dispersé dans les toilettes d'un supermarché et qu'elle a été aperçue sur les caméras de surveillance d'une entreprise de la ville de Germantown, une ville qui se situe vraiment juste à côté de la ville où elle habite. Et on ne sait pas trop ce qu'elle fait sur cet enregistrement vidéo, c'est assez bizarre, elle a une attitude un peu suspecte, elle observe, elle fait les 100 pas, on la voit regarder par la porte d'entrée plusieurs fois. Il semblerait même qu'elle parle à quelqu'un, on n'est pas sûr, c'est juste une théorie, mais on a l'impression en tout cas qu'elle attend quelqu'un ou qu'elle veut parler à quelqu'un, enfin on sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants ne sont pas en sa compagnie. Ce n'est que le vendredi 12 septembre que Catherine est appréhendée. C'est un homme qui l'a aperçu en train de faire les 100 pas sur le parking devant chez lui qui a appelé la police. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il sortait ses poubelles et puis eh bien Catherine est venue lui parler. Elle lui a demandé l'heure. Il lui a répondu qu'il n'avait pas l'heure parce que son téléphone n'avait plus de batterie. Catherine avait l'air normale, tout à fait calme. Elle lui a répondu qu'elle non plus n'avait plus de batterie dans son téléphone et que c'est pour ça qu'elle lui demandait l'heure. Donc ils ont eu un échange comme ça, tout à fait courtois, rien de spécial. L'homme est rentré chez lui et là, il a été pris d'un doute. Il a regardé un tract sur la disparition qu'on lui avait donné plus tôt dans la journée. Et là, il a tout de suite appelé les secours. C'était évident qu'il s'agissait bien de Catherine Ogle. Au moment où la police l'a arrêtée, Catherine s'est débattue. Elle a tenté de s'enfuir et elle avait à la main un tract sur la disparition qu'elle avait arraché sur un mur avant de le froisser. On ignore totalement où était Catherine et ce qu'elle faisait entre le 8 et le 12 septembre. Et à ce stade, étant donné que ça fait plus de 72 heures que les enfants ont disparu, les policiers les considèrent comme morts. En effet, statistiquement, c'est très rare de retrouver des enfants de cet âge vivants passé 72 heures, mais en plus de ça, malgré toutes leurs recherches, malgré le travail absolument monstrueux qu'ils ont abattu, bien ils n'ont toujours rien. Donc pour eux, c'est évident, Catherine étant schizophrène, elle a dû leur faire du mal. En interrogatoire, Catherine refuse de donner des informations. La seule chose qu'elle dit, c'est que les enfants ont été confiés à quelqu'un et qu'ils sont en sécurité, mais elle refuse de dire où ils sont, avec qui ils sont, elle ne donne
aucune information et très rapidement les policiers se heurtent à un problème puisque Catherine est reconnue irresponsable pénalement par des médecins. Donc Catherine est emmenée en hôpital psychiatrique et il est interdit de l'interroger et de la juger jusqu'à ce qu'en tout cas elle puisse retrouver une santé mentale un peu plus correcte. Donc les policiers se retrouvent vraiment bien embêtés puisque la seule personne finalement qui semble avoir des informations refuse d'en donner et ils n'ont même plus le droit de lui poser des questions. Catherine est internée dans un hôpital psychiatrique haute sécurité et les médecins sur place décrètent qu'elle est un danger pour elle et pour les autres. Donc ils font bien attention à ce qu'elle soit bien enfermée et qu'elle ne puisse pas s'échapper parce que Catherine a tendance à bien aimer s'échapper. Même à l'hôpital, Catherine reste sur ses positions, Elle parle de ses enfants au présent, elle explique qu'elle a envie de les retrouver, que tout va bien, qu'ils ont juste été confiés à quelqu'un, mais toujours en refusant de donner des informations sur leur emplacement. Cependant, le 1er novembre 2014, il y a un petit espoir pour les proches de Sarah et Jacob, puisque Catherine appelle l'INSEE et lui dit qu'elle aimerait coopérer avec la police et leur dire où se trouvent les enfants. Donc l'INSEE, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle immédiatement les enquêteurs en leur disant ce que Catherine vient de leur dire, et les enquêteurs appellent l'hôpital en disant qu'ils viennent pour rendre visite à Catherine, mais Catherine leur fait savoir que finalement, elle préférerait qu'ils viennent le lendemain, parce qu'elle vient de prendre un médicament qui l'a complètement assommée, et elle n'est pas vraiment capable de parler avec eux. Donc, pas de souci, le lendemain, ils demandent à nouveau à la voir, et cette fois, Catherine explique qu'elle ne souhaite parler que s'ils la laissent sortir temporairement de l'hôpital afin qu'elle les guide elle-même vers l'endroit où se trouvent les enfants. Le problème, c'est que ce n'est pas possible de juste prendre Catherine, la sortir de l'hôpital et l'emmener. Il y a des lois à respecter, des protocoles, donc ils sont obligés d'organiser une audience durant laquelle ils vont demander à un juge, si c'est possible, qu'ils emmènent Catherine hors de l'hôpital afin qu'elle leur montre l'emplacement des enfants. Sauf que lors de cette audience, les avocats de Catherine expliquent que c'est faux, que Catherine n'a jamais dit qu'elle souhaitait coopérer avec la police, qu'elle ne sait probablement même pas où se trouvent ses enfants et que de toute façon, vu qu'elle est schizophrène, personne ne devrait même lui parler de cette affaire parce qu'on ne sait pas si ce qu'elle raconte est vrai ou faux, elle n'est pas en capacité de réfléchir correctement et de donner des informations. Donc malheureusement, aujourd'hui, en 2024, 10 ans après les faits, ça ne s'est plus jamais reproduit. Catherine n'a plus jamais dit qu'elle allait donner des informations. Elle est restée sur sa version des faits initiale. Les enfants sont en lieu sûr. Elle ne donnera pas plus d'informations. Aujourd'hui, malheureusement, on ignore totalement si Sarah et Jacob sont vivants ou morts, mais je vais vous parler des théories qui circulent à propos de cette affaire, à commencer par la théorie de la police, théorie qui est plus ou moins partagée par Troy Turner, le papa des enfants. La police, je vous l'ai déjà dit, est persuadée que les enfants sont morts et qu'ils sont morts depuis bien longtemps puisqu'ils pensent que juste après avoir enlevé Jacob puis Sarah, Catherine a tué les enfants avant de se débarrasser de leur corps. Ils pensent que la raison pour laquelle on n'a pas retrouvé justement leur corps, c'est tout simplement parce qu'elle les a mis dans une poubelle. Le problème, c'est que quand on se débarrasse d'un corps dans une poubelle, s'il n'est pas retrouvé rapidement, il est emmené par les éboueurs dans une décharge où tout est incinéré. Et donc, à partir de là, c'est impossible de retrouver quoi que ce soit. Alors pourquoi est-ce que la police n'est pas allée fouiller les décharges et les poubelles des environs ? Tout simplement parce que pendant les 72 premières heures de la disparition de Sarah et Jacob, ils avaient encore espoir de les retrouver vivants, puisqu'en plus Catherine avait également disparu, donc ils se disaient qu'elle était peut-être en compagnie des enfants, donc ils n'avaient aucune raison d'aller fouiller les poubelles. Et puis, au bout de 70 heures, c'était trop tard. Les poubelles avaient déjà été ramassées par les éboueurs et le contenu de celles-ci, incinéré. Mais du coup, pourquoi est-ce que les policiers pensent ça ? Tout simplement parce qu'ils pensent que si elles s'étaient débarrassées des corps d'une autre façon, ou qu'elle avait gardé les enfants vivants quelque part, en l'espace de 10 ans, on aurait trouvé des informations. C'est leur logique à eux. Et ils affirment avoir assez d'éléments leur permettant d'affirmer que Catherine a tué ses enfants. Cependant, ces éléments n'ont jamais été révélés au public et l'INSEE, elle, dit qu'ils n'ont jamais trouvé aucune preuve. Ils n'ont pas d'ADN, ils n'ont pas d'empreinte, ils n'ont pas quoi que ce soit de physique qui leur permette d'affirmer que Sarah et Jacob sont morts.
on ne sait pas trop qui croire. Troy Turner, lui, dit qu'avec toutes les informations que lui ont données la police, eh bien, il croit également que Catherine a tué ses enfants. Alors forcément, son cœur de papa parle aussi et il espère qu'ils sont vivants. Quelque part, il garde espoir. Il continue de chercher ses enfants puisque vivants ou morts, il aimerait qu'ils lui soient ramenés. Il aimerait savoir ce qui leur est arrivé. Il aimerait avoir des réponses. Mais s'il pense de manière logique, eh bien, il pense qu'ils sont morts depuis 10 ans. En effet, s'ils étaient vivants et en sécurité dans une famille, eh bien, cette famille, il aurait bien fallu qu'il les envoie à l'école ou chez le médecin. Or, c'est compliqué sans papier d'identité. Et en plus de ça, Troy a demandé l'avis de plusieurs psychiatres. Il a engagé un super détective privé. Et tout le monde arrive à la même conclusion. Catherine a tué ses enfants. Mais pourquoi Catherine aurait fait ça ? Tous les proches de Catherine affirment qu'elle adorait ses enfants, qu'ils étaient tout pour elle et qu'elle était une maman incroyable. Pour vous donner un exemple, lors de son hospitalisation en 2013, elle allaitait encore Jacob et elle a pris soin de tirer son lait tous les jours et de l'envoyer à l'INSEE pour qu'elle puisse donner son lait à Jacob. Il était hors de question pour elle que son petit garçon souffre de la situation et qu'il soit perturbé, stressé ou triste parce qu'on allait lui donner du lait artificiel alors qu'il était habitué au lait maternel. Donc même si elle était dans un sale état à cause des médicaments, eh bien ça lui tenait à cœur et elle a fait passer les besoins de son fils avant les siens. Cependant, Troy pense qu'elle l'a rendu responsable de cet internement forcé et qu'elle s'est mise à le haïr. Elle aurait donc tué leurs enfants afin de se venger de lui et de lui faire du mal. Une autre théorie, c'est celle du filicide altruiste, c'est-à-dire que Catherine aurait tué ses enfants finalement en se disant qu'ainsi elle allait les libérer d'une vie de souffrance. Alors pourquoi est-ce qu'elle pensait qu'ils allaient souffrir ? Eh bien parce qu'elle s'était mis en tête depuis quelque temps qu'on allait lui retirer la garde de ses enfants, je vous en ai déjà parlé. Or, elle a pu penser que sans elle, ses enfants allaient être malheureux. Et en plus de ça, c'est tombé à une période où il y avait énormément de cas dans les médias de maltraitance d'enfants dans des familles dans lesquelles ils avaient été placés, etc. Donc ça lui faisait très peur. Aujourd'hui, Troy ne souhaite pas incriminer Catherine ou la critiquer puisqu'il dit que ça ne sert à rien, que ça va juste rajouter des problèmes, rajouter de la peine également à son fils Clint, qui vit toujours avec lui et qui lui est bien vivant. Mais il tient quand même à dire qu'il n'est pas d'accord avec les personnes qui disent que Catherine est une très bonne maman, puisqu'une très bonne maman n'aurait pas tué ses enfants. Et même si elle ne les a pas tués, eh bien ça veut dire que ça fait 10 ans que personne ne sait où ils sont, qu'ils sont loin de leur famille et qu'ils sont loin d'elle. Or, une excellente maman n'aurait pas envie d'être éloignée de ses enfants pendant 10 ans. Donc il dit que finalement, après avoir fait cet acte horrible qui a été soit de les tuer, soit de les abandonner, eh bien ça a annulé toutes les belles actions qu'elle a pu faire par le passé. Donc ce n'est pas une excellente maman. Mais la théorie que je trouve personnellement la plus intéressante, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est la théorie de Lindsay Ogle, donc la maman de Catherine. Lindsay a publié une série d'articles sur internet l'année dernière dans lesquels elle parle de l'affaire et dans ces articles, elle explique notamment que pour elle, il faut absolument continuer à chercher Sarah et Jacob car ils sont vivants quelque part. Déjà, il faut savoir que Lindsay parle tous les jours, sans exception, avec Catherine depuis 2017. Ça fait donc 6 ans au moment où elle écrit les articles qu'elle parle à sa fille tous les jours. Et quasiment à chaque fois, elle essaye de glisser un petit mot à propos des enfants, de parler un peu de l'affaire. Elle essaye d'avoir des informations. Lindsay est déterminée à ce qu'on retrouve ses petits-enfants. Donc elle essaye d'avoir des informations à tout prix. Or, Catherine n'a jamais rien lâché. Même les médecins de Catherine ont dit à Lindsay qu'il fallait qu'elle arrête de lui parler de l'affaire, que c'était pas bon pour sa santé mentale, mais Lindsay n'a jamais rien lâché. Elle a continué, et Catherine ne craque pas. Je vous rappelle que c'est une femme qui a une maladie mentale grave, qui est sous médicaments, des médicaments qui la fatiguent, qui lui donnent beaucoup d'effets secondaires négatifs. Donc elle est dans une position, on va dire, de fragilité émotionnelle et de fragilité tout court. Ça serait finalement assez facile, en tout cas on peut s'imaginer que ça serait facile de la faire craquer, mais jamais rien. Elle continue de dire qu'ils sont en sécurité, elle reste sur la même version et elle n'a même pas un jour sous-entendu que peut-être il serait mort. Jamais.
pour elle, ils sont vivants. Lindsay révèle également dans ses articles que sa fille Catherine réfléchissait déjà depuis un bon moment à tout quitter et à emmener ses enfants avec elle pour refaire sa vie quelque part, de préférence en bord de mer. D'ailleurs, chez elle ont été retrouvées des brochures pour des foyers pour mères célibataires, et quand l'INSEE a contacté ces foyers, eh bien certains d'entre eux avaient effectivement eu un contact avec Catherine qui prenait des renseignements. Je vous ai dit également que Catherine avait peur qu'on lui retire la garde de ses enfants, et elle avait fait des recherches à ce sujet. Elle avait découvert que s'il était acté que l'un des parents frappait les enfants ou abusait d'eux sexuellement, eh bien la garde serait donnée à 100% à l'autre parent, et ça c'est une information qu'elle avait bien notée, donc on peut imaginer qu'elle comptait accuser Troy de choses et d'autres, d'avoir maltraité les enfants afin de pouvoir récupérer la garde et ainsi se venger de Troy parce qu'il l'avait fait interner. En plus, comme par hasard, les enfants disparaissent pile le week-end où Lindsay est occupée, où elle a expliqué qu'elle ne serait pas disponible. Catherine se retrouve donc en compagnie d'une personne qui, vous l'avez bien vu dans cette affaire, n'était pas du tout aussi stricte que les autres membres de sa famille, que Lindsay et Troy en tout cas. Une personne qui l'a laissé partir tranquillement avec Jacob, une personne qui n'est pas allée récupérer Jacob chez les voisins. Donc c'était un peu le moment idéal pour fuir avec les enfants. On peut donc imaginer là encore que Catherine avait choisi ce week-end précisément pour cette raison et qu'elle comptait mettre son plan à exécution, donc que c'était vraiment quelque chose de réfléchi et de planifié. Lindsay affirme carrément que des preuves ont été retrouvées pour appuyer cette théorie et qu'elle est triste que la police n'y ait pas prêté plus attention que ça. Alors la première chose qu'elle a notée, c'est que le jour où Catherine donc était chez elle le dimanche, après la disparition de Jacob, mais avant la disparition de Sarah, elle est arrivée chez elle avec un t-shirt appartenant à Troy. Or, elle ne portait jamais les vêtements de Troy normalement, donc c'était un peu bizarre. Et elle n'était pas habillée comme ça au moment où elle était partie chercher soi-disant une pizza. Donc on sait qu'elle est repassée par chez elle, puisque c'est là qu'elle a pu prendre un t-shirt appartenant à Troy. Donc c'est assez bizarre. Lindsay lui a fait la réflexion sur le coup en lui disant « Pourquoi tu portes ce t-shirt ?» Catherine s'est empressée de le retirer et de le poser sur un meuble. Donc assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle est repassée chez elle avec Jacob ? Ce qui est sûr, c'est que dans la maison, Troy a découvert un rasoir dans lequel se trouvaient des cheveux appartenant au petit garçon. Ça ne fait aucun doute qu'il s'agissait des cheveux de Jacob, puisque vous avez vu les photos de Jacob. C'est le seul de la famille qui a cette texture de cheveux, des belles bouclettes blondes. Clint a les cheveux bruns et raides, le père est chauve, la mère a des longs cheveux raides et bruns, Sarah aussi. Donc voilà, c'est vraiment le seul de la famille qui a ces cheveux-là. Donc ça ne faisait aucun doute quand Troy est tombé sur le rasoir, il a su que Catherine avait dû à un moment donné raser la tête du petit garçon ou en tout cas modifier sa coiffure. Pour finir, dans le van que Catherine a utilisé pour emmener Sarah on ne sait où, eh bien on a retrouvé un panier à linge et dans ce panier à linge se trouvaient tous les vêtements et les draps préférés de Sarah bien pliés. Donc là encore on peut imaginer qu'elle avait préparé ces affaires-là pour les déposer avec Sarah chez quelqu'un. La théorie serait donc qu'elle a réussi à trouver une personne de confiance et à convaincre cette personne qu'elle devait s'occuper de ses enfants pour elle parce qu'ils étaient en danger. Elle a pu leur dire par exemple que Troy leur voulait du mal et qu'elle était sur le point de perdre leur garde, donc qu'il fallait absolument qu'ils soient mis en sécurité, et cette personne-là aurait pensé prendre la bonne décision en récupérant Sarah et Jacob et en les mettant à l'abri. Cependant, on n'a absolument aucune idée de l'identité de cette fameuse personne. Ce qui est sûr, c'est que Catherine a passé beaucoup de temps dans des hôpitaux à cette période et elle y a fait beaucoup de rencontres et personne ne sait qui elle fréquentait dans ces hôpitaux, enfin peut-être le personnel, mais en tout cas ses proches n'en ont aucune idée puisque Catherine ne se confiait pas à eux à cette période. Je vous rappelle qu'elle était fâchée contre eux, elle était très énervée qu'ils l'aient fait interner, donc elle ne leur racontait rien de sa vie privée, elle restait évasive quand ils parlaient avec elle, donc ça pourrait être n'importe quel patient de ces hôpitaux, quelqu'un du personnel, enfin ça peut être vraiment n'importe qui. Maintenant, admettons que les enfants soient vivants, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne les a pas retrouvés ? Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même facile de cacher des enfants dans une voiture ou dans une maison. Certes, les policiers ont fait du porte-à-porte au moment de la disparition, mais ils n'ont pas fouillé les maisons. C'est pas possible de fouiller toutes les maisons du comté, donc ça aurait été assez facile pour quelqu'un de cacher les enfants dans une pièce et ils n'auraient jamais été retrouvés.
D'ailleurs, Catherine a été vue par quelqu'un, c'est le témoignage, on va dire, qui est le plus intéressant selon l'INSEE. Il y a une maman de l'école de Clint qui a dit avoir vu Catherine le lundi matin, donc le jour de la disparition de Sarah. Elle dit avoir vu Catherine dans une voiture conduite par un homme tatoué. Or, tout correspond. La description de la voiture, c'est effectivement le van de Troy dans lequel elle dit l'avoir vu. La description également de Catherine à ce moment-là, des vêtements qu'elle portait, etc. L'heure correspond également. Et c'est une maman qui voyait très régulièrement Catherine, une maman de l'école. Donc forcément, Catherine, elle la croisait régulièrement. C'est quelqu'un qui sait clairement à quoi ressemble Catherine. Et en plus de ça, on voit pas pourquoi elle irait mentir à ce sujet, elle a aucun intérêt à mentir. Donc l'INSEE se demande si effectivement cet homme tatoué ne serait pas la personne chez qui Catherine aurait déposé les enfants. Admettons maintenant que cet homme, effectivement, ait récupéré les enfants et qu'il les cache toujours chez lui ou qu'il soit parti avec eux très loin de là afin de les faire passer pour ses propres enfants. Eh bien, quand les enfants ont disparu, ils étaient très jeunes. Ils avaient 2 ans et 3 ans et demi. Donc c'est très facile de raconter un peu n'importe quoi à des enfants de cet âge-là, de leur faire croire n'importe quoi. On a pu leur mettre des histoires dans la tête et en plus de ça, on n'a pas de vrais souvenirs avant l'âge de 5 ans. On peut en avoir quelques-uns, mais c'est très rare. C'est vraiment à partir de 5 ans que les souvenirs se forment. Donc ils avaient moins de 5 ans, ils ne se souviennent probablement pas des premières années de leur vie. C'est pour cela que l'INSEE se bat encore aujourd'hui pour qu'on parle de Sarah et Jacob. Il y a un portrait vieilli qui a été établi afin qu'on voit à peu près à quoi ils ressembleraient aujourd'hui. Aujourd'hui, ils auraient 12 et 14 ans, un âge auquel on se pose des questions sur son identité. Donc c'est possible que maintenant, par contre, ils se disent qu'il y a des choses bizarres à propos de leur histoire, qu'il n'y a pas de photos de bébé, qu'ils ont des souvenirs un peu bizarres de ci ou de ça. Enfin bref, c'est le moment idéal pour les chercher, pour diffuser leurs photos et peut-être, qui sait, qu'ils finiront par se reconnaître. En 2017, le procureur a décidé d'inculper Catherine pour meurtre, alors que jusque-là, elle était uniquement inculpée pour enlèvement et négligence. Malheureusement, les charges ont été abandonnées. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Catherine a été jugée irresponsable pénalement, encore une fois, et dans l'état du Maryland, on laisse un délai de 5 ans pour que la personne améliore sa santé mentale. Si au bout de 5 ans, elle est toujours jugée irresponsable pénalement, eh bien les charges sont tout simplement abandonnées, comme si la personne n'avait jamais rien fait de mal. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Bon, Catherine n'a pas été relâchée dans la nature pour autant, Elle est toujours enfermée dans un hôpital psychiatrique haute sécurité, et la condition pour qu'elle en sorte, c'est que ses médecins jugent que finalement elle ne représente plus un danger ni pour elle ni pour les autres, ce qui n'est vraisemblablement pas près d'arriver. Et si ça arrivait, eh bien le procureur a assuré que la minute où elle mettrait un pied dehors, eh bien elle serait à nouveau arrêtée et inculpée pour meurtre, puisque ça voudrait dire qu'elle est cette fois-ci responsable pénalement, elle pourrait être jugée et condamnée. Troy s'interroge beaucoup sur cette situation puisque dans le passé, eh bien Catherine était déjà suivie par des médecins et elle vivait une vie normale, elle était intégrée dans la société, elle avait un traitement, jamais personne n'a dit qu'elle représentait un danger pour qui que ce soit. Donc pourquoi est-ce que soudainement elle aurait besoin d'être enfermée et on la jugerait irresponsable pénalement ? Ça lui semble un peu étrange. Après, le but n'est pas de critiquer le travail des médecins, ils savent ce qu'ils font, ils ont fait de longues études, ce n'est pas pour rien, mais c'est la vie de Troy, lui s'interroge beaucoup là-dessus, il se demande si Catherine ne serait pas capable de les manipuler, de mentir, de se faire passer finalement pour plus malade qu'elle ne l'est, afin de pouvoir échapper à la justice. Il maintient également qu'au moment de la disparition des enfants, Catherine savait très bien ce qu'elle faisait. En effet, quelqu'un qui est en état de psychose n'a pas la notion du bien et du mal, ou en tout cas pas la même notion du bien et du mal que nous. Donc quand quelqu'un en état de psychose commet un délit ou un crime, il ne se rend pas compte qu'il fait quelque chose de mal, il est persuadé d'être dans le vrai. Or, on sait que Catherine savait pertinemment qu'elle faisait quelque chose de mal, puisqu'elle a fui, elle a essayé de dissimuler son visage sur les caméras de surveillance, elle a menti, enfin elle se comportait vraiment comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Cependant, les avocats de Catherine, eux, disent le contraire, ils disent que Catherine, si elle n'a rien révélé jusque-là, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a fait et qu'elle ne se souvient probablement pas du tout de ce qu'elle a fait
aux enfants et d'où ils se trouvent. En attendant, Troy et son fils Clint vivent dans la peur. Ils ont l'impression qu'on est en train de protéger Catherine et que lui et son fils ne sont pas du tout protégés dans cette histoire, que Sarah et Jacob n'ont pas justice juste parce que Catherine a une maladie. Pour lui, ce n'est pas normal, il faudrait changer les choses. Il y a notamment le délai de 5 ans, vous savez, pour prouver qu'une personne est devenue responsable pénalement. Il aimerait que ce délai soit prolongé parce que 5 ans, c'est peut-être assez peu, peut-être l'augmenter à 10 ans, mais en tout cas, selon lui, il faudrait vraiment changer les lois parce que ce n'est pas normal que Catherine puisse à tout moment être relâchée dans la nature après ce qu'elle a fait. D'ailleurs, il dit que son fils Clint est totalement traumatisé, terrorisé. Ça paraît assez bizarre que Catherine ne s'en soit pas pris à lui. Je vous rappelle qu'au moment où Lindsay est partie avec Clint, Catherine a essayé de le rattraper, elle a demandé à partir avec eux. Donc elle avait sûrement aussi un plan pour Clint. Et ça fait très peur au petit garçon. Il en fait des cauchemars dans lesquels sa mère tente de l'enlever. Et elle a dans un sac avec elle les cadavres de son frère Jacob et de sa sœur Sarah. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous remets rapidement les portraits vieillis de Sarah et Jacob. On n'a absolument aucune idée d'où ils peuvent se trouver dans le monde, donc qui sait, peut-être que l'un d'entre vous pourrait les croiser et avoir des informations. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. On dance. Hey Josie, it's Jacob's birthday. Did you forget? Is that it? At least say bye, I love you. Bye. Go. Say hi to Chelsea. What are you gonna say? Love you. It's my birthday. Say I'm 2 now. 2. Here, hold up 2 fingers. Send me a message, send more now. Did you tell her to say that? Here, hold up 2 fingers. Did you tell her to say that? Oh boy. How old are you? No. No, you're not 5. You're 2. You're 2. Sarah. I can't remember. Hi, Randy. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. How are you?